Merci d'être là. Alors, je pense que vous n'avez pas le choix de toute façon. C'est super. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de d'appel électronique. On faisait circuler des feuilles. Et je me rappelle pour mes copains à votre âge. C'était sympa. J'étais bien sûr pour prendre la salle. Moi, j'ai fait le MLV je suis sorti de l'MLV en 2000. Peut-être certains, je ne sais pas quand je vous ai donné, mais il y a peut-être une autre année à ce moment-là. Et ça met un sacré coup de pied. Je suis arrivé, c'était la deuxième promo de l'MLV. À l'époque, Léonard de Vinci, c'était une école qui n'était même pas reconnue par l'État, les diplômes ne valaient rien. Et donc, ça va être important de vous dire pour la suite. C'est que nous, on savait qu'en sortant de cette école-là, on avait un diplôme qui était pas tout à fait en carton, mais qui était pas très loin. Et on s'était dit, tiens, peut-être que l'emploi qu'on aura plus tard, il va falloir qu'on se le fait nous-mêmes. En tout cas, les entreprises ne vont pas nous considérer comme supporter l'HEC, etc. Donc, c'est des petites choses. Donc, aujourd'hui, je pense que le MLV est une école reconnue sur le marché. Moi, j'ai eu l'occasion, je vais vous raconter mon parcours aujourd'hui et je vais essayer de vous faire un retour d'expérience. Moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans la vie active. En retour d'expérience à quoi vous pouvez vous attendre, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est important de faire. Moi, j'ai eu l'occasion dans différentes sociétés que j'ai créées, que j'ai montées, etc., d'embaucher en stage et d'embaucher derrière, de prendre en stage et d'embaucher derrière des étudiants Léonard de Vinci. Et voilà, c'était plutôt bien passé. Un petit détail pour démarrer, ce qui fait la force finalement de votre employabilité, c'est vous et c'est pas forcément que le diplôme, c'est vous qui allez faire la différence dans les entreprises. Parce qu'en fait, les cours que vous avez aujourd'hui, tout le monde les a, ils sont disponibles maintenant sur Internet. On trouve des podcasts de tout, donc en fait la différence c'est vous qui allez la créer, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Juste pour rebondir sur ce que disait Bertrand sur LinkedIn, si vous cherchez du taf demain, si vous êtes dans tous les cas, si vous êtes dans le monde professionnel, LinkedIn c'est juste obligatoire et il y a des façons de bien le faire, il y a des façons de ce qu'on appelle de personnel branding et je vous invite à écouter le troisième intervenant parce que c'est vraiment décisif. Donc juste pour refaire moi le parcours, j'ai essayé de vous parler de moi, donc ça va pas être très compliqué, voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris de notes et normalement je devrais tout avoir en tête. Je vais vous dire un peu comment ça s'est passé pour moi, ce que j'ai fait, le parcours que j'ai eu au moment où j'ai eu, parce qu'il y a 20 ans c'était pas exactement le même moment que maintenant. Vous donner aussi un peu, tirer quelques conséquences, et pour certains d'entre vous qui ont des velléités ou ont envie de monter des boîtes demain, ça peut être hyper intéressant parce que c'est toujours le retour d'expérience qui peut être un accélérateur de ce qu'il faut faire, pas faire, et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on va bosser. Donc moi, je disais, moi j'ai fait Léonard de Vinci, à la base j'avais plutôt une formation scientifique, j'avais essayé de faire des études de maths à Jussieu, et je me suis rendu compte que c'était trop difficile. Donc du coup je me suis rabattu sur une école de commerce qui n'était pas tout à fait une école de commerce, et qui était beaucoup plus simple. Donc, suite à cette école-là, et ça va être important pour vous, je suis rentré effectivement comme vous dans des stages dans des entreprises. En France, c'est vachement important parce que les premières expériences que vous allez avoir sont assez déterminantes dans la suite de votre carrière. Souvent, en fait, on part dans un stage parce que le stage vous a pris, on est content, parce que c'est la rémunération qui était sympa, qui était pas loin de chez moi, ça correspondait à un truc, mais en fait, c'est très très important de bien choisir les secteurs d'activité, les domaines dans lesquels vous allez, parce que derrière, finalement le temps passe vite, on se construit là-dessus, et les futurs employeurs regarderont toujours ce que vous avez fait avant, et vont vous embaucher par rapport à ça. C'est hyper important si vous voulez faire n'importe quoi, si vous voulez travailler dans le secteur de la cosmétique, c'est très important d'aller là-dedans. Si vous voulez travailler dans le secteur industriel, dans le retail ou autre, c'est important d'avoir des idées assez claires sur les secteurs et sur les métiers que vous voulez faire parce qu'ils vont conditionner en tout cas une partie de votre carrière. Et en France, encore une fois, c'est très difficile derrière de changer. Parce que les employeurs, souvent, ils veulent chercher, quand ils recrutent quelqu'un, ils veulent une personne qui vient du même endroit, qui fait la même chose. Donc, ils n'ont pas l'esprit très très ouvert. À contrario des startups, moi j'embauche beaucoup de gens, ou j'embauche plutôt un profil, une personne, une personnalité. Souvent, je dis, moi, j'ai juste des gens intelligents et qui ont envie de travailler, le reste, on va s'en occuper. Mais dans les grands groupes, si certains d'entre vous visitent les grands groupes, vous allez voir, ils cherchent des gens qui avaient d'une certaine façon, qui ont déjà fait la même chose ailleurs, ils cherchent une sorte de clone de ce qu'ils avaient, ou de la personne qui vient de partir, ils veulent le clone. Donc tout ça pour dire que les premiers instants là en sortie d'école, et dès le stage, pour vous, vont être importants. Très très important. Qu'est-ce que vous allez faire, où vous allez travailler, parce que c'est cette expérience, même si c'est 6 mois, même si c'est 1 an, que vous allez reprendre derrière.
et toute votre vie, vous allez passer à reprendre vos expériences précédentes. Et donc raconter votre histoire et être en capacité de décrocher des jobs. Donc ça, c'est hyper important. Donc juste pour vous expliquer moi mon parcours, et puis après, on aura peut-être des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous levez la main. En même temps, personne ne va lever la main, parce que c'est toujours un peu embêtant de poser des questions, mais n'hésitez pas, moi je peux répondre à toutes les questions et vous dire un peu comment ça s'est passé. Mais... Voilà, moi j'ai fait Leonard de Vinci, je suis sorti, à l'époque, je suis rentré dans un cabinet de recrutement qui s'appelle Michael Page. Moi j'étais attiré plutôt par les softwares, par la tech. Michael Page, on faisait des recrutements. Très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ma tâche de métier de placer des gens dans les entreprises. Et je suis très attiré par la technologie. Du coup, je crois que c'est plus dans le digital, dans le marketing digital. Nous, à l'époque, le digital, au sens où vous l'entendez, ça n'existait pas. La data, au sens où vous l'entendez, ça n'existait pas. Donc, il y a une ouverture vraiment totale de la data dans les 15-20 dernières années qui est absolument exceptionnelle et qui va vous donner un avantage concurrentiel très important. Donc moi j'ai démarré là-dedans, puis très rapidement j'ai rejoint une boîte qui faisait des softwares. Donc les softwares c'est des logiciels. Hein. Aujourd'hui vous connaissez tous le cloud, vous mettez vos informations en cloud. Mais à l'époque les entreprises avaient des serveurs, stockaient la data chez eux, c'était un peu plus compliqué. Et donc j'ai vendu pendant une grosse quinzaine d'années, j'étais sales, donc vendeur de logiciels, software. Au passage, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui ont envie de faire de la vente, c'est plutôt... Est-ce qu'il y en a certains qui veulent faire de la vente, levez la main qui vendent, ouais, un petit peu de vente, ça je demande. Et tout marketing, non, le reste, ça, marketing ou projet. Ok. La différence entre la vente et le marketing dans les entreprises, c'est que les vendeurs sont les mieux payés. Voilà, donc si vous aimez l'argent, il faut aller vers la vente. Si vous aimez bosser pour les autres, il faut faire du marketing ou du projet. C'est vrai que la vente, il y a un côté déjà entrepreneur dans la vente. qui fait qu'en gros, vous bossez pour vous allez toucher vos coms et que quelque part, vous faites votre propre salaire. Vous avez déjà un premier pied dans l'entrepreneuriat personnel, même au sein d'une société. Enfin, c'est ça qui me plaisait beaucoup. Et donc, moi, j'ai vendu des softs. À l'époque, c'était des softs RH. On aidait les entreprises à recruter justement des fournisseurs. Moi, j'ai équipé les Total, les Unilever, toutes les boîtes françaises, d'outils qui permettent de capter la data sur des candidats et ensuite de les recruter pour leur faire une année. Et à partir de là, en 2013, donc moi j'ai fait ça pendant à peu près 11 ans, histoire de près de mon métier. Et en 2013, j'avais un peu l'esprit entrepreneur, je me suis dit, tiens, oui, à l'époque j'avais 35 ans, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans les 5 prochaines années? À un moment donné, dans votre vie, vous allez voir, je vais poser. Il y a peut-être plein de raisons, vous changez de job, votre année vous quitte, votre mec vous quitte, je sais qu'il se passe un truc, donc à un moment donné, vous posez des questions, qu'est-ce que je vais faire dans les 5-10 prochaines années? Sortez de l'école, qu'est-ce que je vais faire? Comme je disais tout à l'heure. Il y a des moments où il faut bien réfléchir au chemin que vous allez prendre, vous avez quelques trucs comme ça qui vous attendent dans votre vie. Et là, moi, je me suis dit, est-ce que je vais continuer à faire sales avec ma mallette, faire des démonstrations, etc. Est-ce que les métiers dans ce domaine-là me plaisent? Est-ce que les métiers auxquels je peux accéder, directeur commercial, alors j'étais déjà directeur commercial, mais d'autres métiers me plaisent? Et j'ai répondu à ces questions en me disant non, ça ne me plaît pas. J'ai pas envie de faire ça. Moi, j'avais envie de travailler avec les gens que j'apprécie, j'avais envie de faire les choses de la même manière. J'avais déjà ce besoin d'autonomie et d'indépendance. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être la chose la plus facile à faire, plutôt que de verrer dans les entreprises, pour ceux qui j'ai vu faire avec la moitié d'entre vous qui étaient déjà dans les entreprises. Alors c'est le Covid, etc. Mais avant qu'il y ait le Covid, il y avait un truc qui s'appelait la machine à café, et tous les gens allaient à la machine à café à se plaindre. J'arrivais à la machine à café dans les entreprises, je ne sais pas si vous avez connu ça, si vous avez la boîte. Et vous arrivez à la machine à café ou à la cantine, il y a plein de gens qui se plaignent de leur boîte, de leur boss, ça va pas, elle est pas facile, on se rend compte qu'il y a fait ça, machin truc. Voilà, vous avez ce genre d'attitude dans les entreprises. C'est peut-être ce genre d'attitude aussi à l'école. Donc moi je me suis dit, plutôt que de venir un peu comme ça aigri à la machine à café, me plaindre, qu'est-ce qui se passe, etc. Je me suis dit, bah écoute, si tu es plus intelligent que les autres, tu as qu'à créer ta propre boîte, et puis tu dire ton destin, un peu comme un acteur, vous savez, un acteur à qui on ne donne pas de rôle. À chaque fois, il se retourne vers les metteurs en scène, vers les réalisateurs, et il dit, tiens, on ne donne pas ma chance, on ne donne pas mon rôle. Alors, à un moment donné, je me suis dit, je vais écrire ma propre histoire, je vais créer ma start-up, je vais créer ma boîte. Et je vais lui donner le premier rôle parce que je vais mettre tout le rôle d'organisation, donc c'est moi qui l'ai décidé. Tu étais où quand tu as commencé à réfléchir à créer ta boîte? Alors moi j'étais dans une position en plus, je vais vous dire, hyper confortable parce que moi j'étais sales dans une petite boîte française de software
Donc, quand j'étais rentré, on était 4, et puis on est monté quand je suis parti, on était 70. J'avais ouvert un ou deux pays, j'avais ouvert l'Angleterre et le Maroc à l'époque, dans une petite boîte française, voilà, et je me dis, tiens, je vais essayer de faire la même chose dans une grosse boîte. Donc je suis allé chez, peut-être certains qui connaissent SAP, qui est un très très gros éditeur, c'est 50 000 personnes dans le monde. Donc je me suis retrouvé chez SAP. SAP, c'est un peu comme si vous passez de la petite boulangerie à une boîte qui dit 50 000 personnes, vous êtes un numéro, vous êtes personne, votre personne. Donc j'avais un très beau salaire, j'avais une très belle voiture de fonction, ça se passait très très bien. L'avantage, je le disais aux jeunes, quand on est 16 et que ça marche bien, on gagne beaucoup d'argent. Et gagner beaucoup d'argent, c'est super sympa, mais gagner beaucoup d'argent, ça nous endort en fait. Donc tu étais chez SAP quand tu as décidé de créer ta boîte? Ouais, j'étais chez SAP, une boîte. Quelqu'un connaît SAP? SAP, qui connaît SAP? On se réveille, ça va. Ouais, je ne vous recommande pas forcément, c'est des grosses boîtes, alors on peut apprendre beaucoup de choses. Mais vous êtes un numéro, c'est-à-dire que vous êtes là, vous n'êtes pas là, la boîte elle continue, et vous n'avez pas l'impression que vous pagayez, vous ne pagayez pas, le bateau il n'ira pas plus vite, et vous avez un certain nombre de règles. Même si vous avez raison, SAP va vous dire, ah oui, tu as raison, mais de toute façon, ça marche comme ça ne changera pas, et on ne changera pas pour toi. Alors raconte-nous un peu la genèse de la création de ta boîte, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des questions à la fin du... Et donc il y a un certain nombre de choses que tu ne dois pas oublier de leur dire, puisque ça fera partie des questions, pour m'assurer qu'ils ont bien compris pourquoi, comment créer une boîte. Ouais, alors on va arriver sur la boîte, donc je vous disais, histoire préambule, pour ceux d'entre vous qui vont peut-être plus avoir des carrières, j'insiste un peu sur ce côté choix, employabilité, choix de vie. Faites attention à ne pas vous faire endormir. Moi, je me suis fait endormir quelque part par le salaire parce que bien évidemment, la vie, moi, je suis resté longtemps dans des boîtes. Mais la vie, elle est assez courte, les opportunités sont courtes. Et donc, si vous avez des idées, si vous avez un entrepreneur, il faut déclencher le plus vite possible. Moi, avec le recul, j'ai créé ma première startup à 35 ans, mais si j'avais été créé plus tôt, j'aurais créé plus tôt. Parce que finalement, vous allez voir qu'on peut subir des échecs, et plus vous avez d'échecs, plus vous apprenez, plus vous avez des chances de réussir à rebondir. Donc moi, en 2013, j'ai créé ma première startup en partant comme tous les entrepreneurs font, en partant d'une problématique, ce qu'on appelle un pain, qu'on vit au quotidien. Donc souvent, les entrepreneurs, vous prenez quasiment tous les entrepreneurs, à peu près tous, ils vont créer une boîte à partir d'une problématique qu'ils rencontrent. Donc vous avez un problème, vous avez une idée de solution, vous vous dites putain tiens j'ai un problème, avec cette solution je pourrais peut-être le résoudre. Deuxième réflexe, vous allez regarder sur le marché si quelqu'un n'a pas déjà résolu ce problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une idée de start-up, une idée de business au sens large, une start-up aujourd'hui, une idée de business, au moment où vous avez cette idée, vous pouvez être sûr qu'il y a au moins 10 personnes, maintenant, peut-être maintenant c'est 20, qui ont la même idée que vous au même moment. Alors c'est 20 personnes qui ont la même idée que vous, alors ça peut être partout dans le monde, Alors c'est 20 personnes qui ont la même idée que vous au même moment, il va y en avoir peut-être un ou deux qui va la démarrer l'idée, qui va créer un business dessus. Et c'est plutôt bon, ça veut dire qu'il y a une idée, ça veut dire qu'il y a potentiellement un business, mais c'est toujours comme ça. Donc le premier truc qu'on fait, c'est que quand on a une idée, on va sur Google maintenant, et on check, on va sur les apps et on check pour voir si l'idée elle est déjà présente, si quelqu'un a déjà commencé, si ça existe, et si ça existe, où en est le concurrent qui est en train de le faire, est-ce qu'il a bien avancé ou pas. Et donc moi en 2013, j'ai une problématique, je vais vous en parler, ça va toucher la data, ça va toucher LinkedIn, vous allez voir, c'est assez marrant. Moi j'ai un problème, j'ai une idée, et je me dis, bah tiens, je vais la checker, je vois qu'il n'y a rien, donc je commence à me dire, bah tiens, il y a peut-être un truc à faire. Sauf que vous allez voir, moi je suis pas développeur, moi je suis un commercial, et je sais pas développer d'outils informatiques. Donc en 2013, moi je suis commercial, et mon job c'est de trouver des clients. Mon job c'est de trouver de signer des clients, de trouver des prospects, de rentrer en relation avec des personnes. À l'époque, c'était des DRH, puisque j'en avais des solutions RH, des solutions pour les DRH. Et donc, quand vous êtes commercial, pour ceux qui vont le faire ou pour ceux qui ne vont pas le faire, l'idée, en fait, c'est que vous devez rentrer en contact avec des personnes. Et pour rentrer en contact avec des personnes, vous avez deux choses dans la vie. Vous avez ce qu'on appelle le cold call. Bonjour Loïc, je ne vous connais pas, et voilà, donc j'appelais à froid. Vous n'avez aucune information sur la personne et j'appelle quelqu'un à froid. Là, le taux de succès, quand vous appelez quelqu'un à froid, il est minime. Je ne sais pas si vous avez de temps en temps des gens qui vous appellent en essayant de vous vendre un truc. En gros, moi je raccroche direct. Tu raccroches. Alors, en plus, il appelle
d'un pays lointain, moi je raccroche encore plus vite, mais même tu raccroches. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle l'appel à froid. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, il y a énormément de commerciaux qui ont des listes de mecs et ils les appellent à froid et ils essayent de gratter un rendez-vous pour avoir un Excel et puis ensuite de vendre leur solution. Et moi, ce que je faisais à l'époque, pour pas appeler à froid, j'essayais toujours de trouver une excuse, une idée, une information pour pas appeler la personne à froid. Donc imaginons là, si vous devez appeler l'un d'entre vous, plutôt que de l'appeler directement comme ça, tu t'appelles comment ? Amine. Amine, plutôt que de l'appeler comme ça en disant bonjour Amine, je suis Loïc, j'ai envie de te vendre, je sais pas quoi, je dirais bonjour Amine, je crois qu'on a fait la même école, Léonard de Vinci. Voilà, ah ouais, effectivement, ouais, je t'appelle parce que justement on a fait la même école. Je vais trouver un point d'accroche qui nous lie tous les deux. C'est une école, c'est un sport, c'est un club de foot, c'est quelque chose. Je vais trouver un point d'entrée et ce point d'entrée va me permettre de créer un lien et Amine ne va pas pouvoir raccrocher tout de suite. Je ne peux pas raccrocher le téléphone. J'affiche ton profil, comme ça il y aura un peu d'image sur. Et juste je t'indique qu'il faut accélérer. J'accélère. Parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Et j'aimerais bien que tu rentres directement dans ce que tu fais maintenant. D'accord. J'accélère. Et j'en profite pour faire passer un message à tous les étudiants. L'appel électronique vient d'être allumé, donc vous pouvez vous connecter. Donc voilà, donc en 2013, j'ai créé une société qui s'appelle Bypass et qui va faire quelque chose de très simple. Ce que je viens de faire avec Amine, moi je le fais parce que je t'ai demandé, on est Léonard Vinci, mais moi j'ai plein de cibles. Et donc moi je développe un outil qui va ce qu'on appelle scraper l'information automatiquement. Tout le monde sait ce que ça veut dire scraper, c'est capter l'information directement sur les sites. Donc en fait, je développe des moteurs, des robots, des scrappers qui vont prendre tous les sites internet, tout LinkedIn. Peut-être tous les profils LinkedIn, je récupère toute l'information. Je prends toutes les news dans la presse, je récupère toute l'information. Je prends tous les tweets, je récupère toute l'information. Donc des millions et des millions d'informations, je les capte avec des robots automatiquement. Et ensuite, je relie toute cette information. Et mes clients avec Bypass, eux, ils ont juste à dire, je cherche un DRH en France, sur des sociétés par exemple de plus de 5000 personnes ou moins de 5000 personnes dans le secteur retail. Et moi, je leur retrouve les cibles et tous les contacts, tous les liens qui les mènent à cette cible pour avoir un appel avec ce qu'on appelle un icebreaker, un prétexte d'appel. Pour que le commercial puisse appeler en disant ben voilà, je t'appelle parce qu'on a fait la même école, je t'appelle parce que j'ai vu dans la presse que tu avais été cité. Donc le mec était content et décroche son téléphone. Si demain vous êtes cité dans la presse et que vous avez un article sur Zoom, je peux vous dire que pendant une semaine vous êtes tout content. Donc quelqu'un qui vous appelle en disant bah, tiens, je vous ai vu dans le challenge, je vous ai vu dans le management, vous allez tout fou. Et donc vous allez garder la personne au téléphone et vous allez l'écouter. Sinon cette personne, si elle n'est pas nulle, ça va être facile de prendre quelque chose. Donc je développe cette solution. Moi à l'époque, je n'ai pas de compétences techniques. Donc je m'associe avec une boîte informatique que je rencontre à Lyon. Et donc je démarre l'aventure et je m'associe avec des gens spécialisés dans le CRM. Et moi, dans cette première aventure de start-up, mon idée, j'avais une idée assez sympa, mais l'idée derrière, c'était de travailler surtout avec, donc je vous rappelle, à 35 ans, j'avais un peu marre de faire ce que je fais, de vendre des trucs, et je m'étais dit, moi j'avais, comme vous à l'école, moi j'avais 4 potes à la fac ici à l'université, donc je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant qu'on monte le business ensemble, et donc je réassocie mes anciens potes de fac avec moi qui avaient eux-mêmes fait des carrières dans le soft, dans le CRM, dans le CRM ou dans d'autres domaines. Donc je m'associe avec des personnes, on met tous de l'argent sur la table, on développe l'application pendant 2 ans, ça c'est en 2013, 2014, 2015, et on commence à vendre la solution. Alors pour vous expliquer, pour ceux qui ont l'intention de monter des boîtes demain, pourquoi tout ça c'est possible? Parce que, il y a un truc en France qui s'appelle Pôle emploi, ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous aurez un petit peu travaillé, ben, vous avez le droit du chômage. Donc, Pôle emploi quand vous êtes alternant. Ah ouais, je sais pas. Ben, donc Pôle emploi m'a donné la capacité, à un moment donné, de dire ok, je bosse sur un autre projet, je touche quand même mon chômage et j'ai la possibilité d'avoir du temps pour développer un autre projet. Donc souvent, les gens vont vous parler de la BPI, de plein de choses. Pôle emploi, c'est quand même un des plus gros financeurs de start-up en France. Et on a ce système en France absolument extraordinaire qui est. Alors, il y en a qui l'utilisent mal parce qu'ils font rien, ils partent en vacances ou que sais-je. Mais ça vous donne du temps pour pouvoir vous retourner, faire des projets, lancer d'autres choses. Et ça, Pôle emploi, c'est quand même assez puissant. Et ça m'a permis pendant 2 ans de me consacrer au projet avant que le projet puisse décoller, de construire la technologie, de trouver l'équipe, de construire l'équipe. Et là, ça c'est un point important. Quand vous créez une entreprise,
Le risque numéro 1, c'est ce qu'on appelle le risque d'association. Donc quoi que vous fassiez demain, le plus important quand vous montez une boîte, c'est pas l'idée, pas la techno, c'est pas le marché, c'est juste l'équipe. C'est l'équipe le plus important, c'est l'équipe qui va faire la différence, c'est l'équipe qui va vous permettre de lever de l'argent, c'est l'équipe qui va vous permettre d'aller plus loin. Et en fait, le risque d'association, il est majeur, et toutes les sociétés autour de vous, si vous regardez dans la presse, même les grosses boîtes, hein, quand ça commence à se battre, quand ça clash, quand ça se sépare, quand il y a des boîtes qui rachètent d'autres boîtes, même à des très hauts niveaux, vous regardez à chaque fois, c'est des histoires d'hommes, c'est des histoires de personnes qui peuvent ou pas s'entendre, qui ne sont pas d'accord sur des points, et c'est ça qui crée les plus gros clashs. Et ce que tu dis là, c'est très important. C'est très important parce que s'associer, ça veut dire déjà se connaître. Et la grande majorité des boîtes s'associent entre eux parce qu'ils se connaissent déjà, ils sont peut-être dans la même école, ils ont peut-être été ensemble dans les mêmes classes. Et donc là, peut-être que votre associé de votre future start-up, de votre future boîte, il est peut-être là dans la salle. C'est hyper important l'association. Comparer l'association. Je ne sais pas si on est déjà parti en vacances avec des potes. Les bons potes, vous avez des bons potes, vous êtes parti en vacances une semaine avec eux, vous revenez, c'est plus vos potes. Bon, ben ça, c'est qu'il y a un problème d'association, c'est qu'en fait, vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous ne vivez pas pareil. Il faut considérer quand vous montez une aventure que vous allez partir sur des très grandes vacances avec la personne et il faut très bien vous entendre avec elle. Et donc, pour être sûr de bien s'entendre avec ces personnes-là, moi, ce que je fais souvent parce que j'ai monté plusieurs sociétés, c'est que je partage le projet jusqu'à la fin, toutes les valeurs. Je partage avec elles toutes les valeurs. Qu'est-ce qu'on veut faire du projet? Quelle est notre ambition? Où on se voit dans 5 ans? Quels sont les choix qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va sacrifier pour y arriver? Et il faut challenger tout ça. Parce qu'il y a des gens qui vous disent ouais, moi je suis prêt à tout sacrifier, il n'y a pas de problème, je ne me paierai pas pendant 3 ans, etc. Mais en fait, mec, tu peux pas quoi. Tu as 2 enfants chez toi. Moi, la première startup que j'ai créée, j'avais déjà 1 ou 2 gamins, j'en peux plus. Parfois, tu peux pas quoi. Tu peux pas rester sans argent. Enfin, tu payes la famille, tu payes le loyer quoi. Donc tout ça, il y a ce que vous disent les gens, la réalité, il faut challenger vraiment très dur tous ces éléments-là. Donc le risque numéro 1, risque d'association, retenez bien, ça fait partie de toutes les questions que vous me posez un peu. Et une fois que vous avez fait ça, vous démarrez, vous démarrez le projet. Donc on a démarré ce projet qui s'appelle Bypass, la première startup que j'ai créée s'appelait Bypass, elle existe toujours. J'ai démarré en 2013, j'ai eu 2 ans à construire le produit, c'était une éternité, moi j'en pouvais plus. Et en septembre, on a réussi à lancer le produit sur le marché, puisque le produit était prêt. On a commencé à le commercialiser. On a commencé à commercialiser à ce moment-là. Honnêtement, on n'avait pas ce qu'on appelle de traction. Je ne sais pas si ça peut parler pour certains. La traction, c'est la vitesse à laquelle les gens achètent votre produit. Plus vous vendez du produit, plus vous vendez des produits, plus on va mesurer votre traction. Aujourd'hui, toutes les startups, elles sont mesurées pas forcément par l'argent qu'elles font, par la rentabilité, elles sont mesurées par la traction. Est-ce que votre produit plaît, à quelle vitesse il se propage? Ça, c'est hyper important, ce qu'on appelle la traction. Aujourd'hui, tous les investisseurs, toutes les boîtes qui avaient énormément d'argent, qu'on voyait dans les gros titres, pas d'argent levé, etc., c'est parce qu'ils ont des tractions de malades. Traction de malade, c'est qu'ils vendent plus le mois d'après que le mois d'avant et ça ne cesse d'augmenter, c'est exponentiel. Donc cette traction, on n'avait pas, on avait un peu de mal. Et donc là, moi, j'ai fait un truc que font les Américains. Quelqu'un connaît un peu un Américain dans la salle? Vous avez des amis américains? Vous avez déjà parlé avec des Américains ou pas? Ouais. Vous voyez la différence entre un Américain et un Français ou pas? Un Américain n'en plus tout. Ah, pas mal. Un Américain n'en plus tout, j'en connais. Qu'est-ce qu'il fait l'autre Américain? En France, moi j'ai l'habitude de dire, en France on a ça. Je ne sais pas si tout le monde voit là. En France on a ça et on dit ça. Voilà. L'Américain, lui, il a ça, et il dit ça. C'est ça la différence. L'Américain, il n'a rien. L'Américain, il n'a rien dans les poches, et il va vous en parler comme s'il avait le monde entier. Bon, la dernière fois, je suis allé à San Francisco pour une convention qui s'appelle Dreamforce, je ne sais pas si vous connaissez Salesforce, qui font des conventions annuelles à San Francisco. Je sors de l'avion, je suis sur l'autoroute, et là, il y a vous savez, la fiche 4x3 sur l'autoroute à l'américaine, des grands trucs là. Et je vois une solution technologique, une application mobile révolutionnaire. La fiche 4x3, je me dis putain, c'est génial. Après, je me sentais déjà aux États-Unis, génial, putain, les mecs sont trop forts.
Bon, je prends mon téléphone, je regarde l'application, je Google, putain, l'application, elle n'a même pas démarré, ça n'existait pas. C'est-à-dire que les mecs, ils te font ils vont jusqu'à te mettre une affiche, ils te vendent. Il y a un terme qui s'appelle fake it until you make it maintenant. Ils l'appellent comme ça, si vous voyez sur page. Ils ont rien, les gars. Et ils disent qu'ils ont quelque chose. Ils n'ont pas d'IA, vous faites un peu d'IA, non? Oui. Les mecs, ils font pas d'IA, et il y a plein de boîtes qui se sont fait avoir comme ça. Ils font pas d'IA, et ils fake l'IA. Vous savez comment ils fake l'IA? Ça, c'est intéressant. Sur la data, en fait, il y a beaucoup de solutions sur le marché qui vous disent qu'ils ont l'IA. Moi, le premier, moi, si vous regardez mon site Bypass, Everready, moi, je parle d'IA, c'est un marketing. Aujourd'hui, il y a allez, 1% des sociétés qui espèrent de l'IA qui en font, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'IA, je ne peux pas vous faire de nos cerveaux, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, les mecs, ils font. À part Siri, encore, Google, peut-être des boîtes comme ça qui ont l'IA, la plupart des sociétés que vous voyez sur le marché, qui vous disent, nous, on fait de la data avec de l'IA, etc. Bullshit, l'IA, il n'y en a pas. Ou en tout cas, ça n'atterrit pas sur aucune. Le mec, il a 3 algorithmes qui fait l'IA, et moi, pareil, je me mets dehors, je suis dans le sac. On a 3 algorithmes, on dit qu'on fait l'IA, mais on n'en fait pas. Loïc, est-ce que je peux te couper parce qu'il reste grosso modo un quart d'heure, pour que tu présentes ta boîte, ce que tu fais, qu'est-ce que tu recrutes comme job, voilà, qu'est-ce qui va motiver les garçons et les filles qui sont dans la salle. Ok. Donc, juste sur l'IA, je vais raconter sur l'IA. Bon, bref, l'IA, il n'y en a pas. Je sais plus pourquoi je vais raconter ça. Oui, non, juste une petite anecdote. L'IA, il y a beaucoup de boîtes américaines qui se sont fait, même boîtes françaises qui se sont fait avoir. Parce que moi, j'ai vu plein de boîtes, ça fait 10 ans que je regarde ces boîtes tech, qui font de l'IA, machin. Et il y a plein de boîtes qui disent faire de l'IA, mais en fait, ils balancent toute la data en Inde ou à Madagascar. Et il y a des mecs derrière, en fait, qui font l'IA, quoi, manuellement. C'est-à-dire que. Il y a des solutions qui vous disent oui, mais non, on prend les trucs automatiquement, vous comprenez, c'est l'IA qui calcule, mais en fait, il n'y a rien du tout. Ils lancent un formulaire en Inde, et il y a des petits mecs derrière qui refont tout à la main et qui font comme s'il y avait eu une intelligence. Jusqu'au moment où le mec il va réussir à lever 10, 20, 30 millions pour effectivement créer son IA potentiel. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse. Faites attention si vous êtes dans le digital, et après j'attaque sur ce que je fais. Ouais, s'il te plaît. Faites attention quand vous êtes dans le digital, il y a beaucoup de bullshit sur les sites web, et il y a beaucoup de bullshit dans les startups ou les boîtes qui vont vous recruter. Et moi le premier, moi je vais essayer de moins vous bullshiter, mais franchement le bullshit il y a pas mal. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui vont vous recruter en disant ouais, nous on fait de la data, c'est hyper important, on a un data lake, on fait ci, on fait ça, vous comprenez, machin, etc. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de début de commencement, il n'y a rien. Voilà, donc faites attention et renseignez-vous, posez des questions. Ah bah oui, faites la data, ok, elle est comment, elle est où, qu'est-ce que vous avez fait, tester, voilà. Allez explorer les concepts, parce qu'en général, ils ne font pas grand-chose. Et pour vous qui êtes parfois dans le marketing, demain, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans le marketing digital, il va falloir que vous vendiez en fait la promesse de la société. Et si la promesse n'est pas basée sur une vraie technologie, sur une vraie valeur ajoutée, sur une vraie proposition de valeur, vous allez être un petit peu embêté. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, moi, j'avais créé Bypass, qui était sur la donnée externe, comme je l'ai dit. Donc, je captais tout ce qui se passait sur Internet. Et je disais à quelqu'un, bah voilà, si tu veux rentrer en contact avec lui, moi, je te trouve le réseau dans ton réseau, je te trouve tes amis, je te trouve le club de sport, je te trouve les news. Et je vendais ça. Donc ça, Bypass, en 3 ans, j'ai vendu la solution à 3000 sociétés sur 15 pays. Donc on a ouvert 15 pays en 3 ans. On a ouvert 3000 sociétés, on avait à peu près 15 000 commerciaux qui utilisaient notre produit. Donc c'était vraiment une aventure extraordinaire. Ça a explosé, c'était génial. Moi j'ai vendu une boîte qui s'appelle Compass. Derrière, ils ont fait un truc pas terrible, et ça existe encore. Je suis resté 2 ans et demi à la tête de l'innovation là-bas pour développer d'autres produits. Et puis au bout de 2 ans et demi, j'ai clashé avec le fonds d'investissement. On ne pensait pas la même chose. Et comme le fonds d'investissement était plus fort que moi, ils m'ont dit là, il faut. Et donc je suis parti. Pendant 1 an, j'ai accompagné 2 boîtes, j'ai fait du conseil sur l'innovation aussi auprès de pas mal de sociétés. Et puis j'ai créé un nouveau projet qui s'appelle Everready et qui est là plutôt que de travailler sur la data externe, là on travaille sur la donnée interne. Donc ce qu'il faut savoir, et à mon avis ça va être quasiment le job de la moitié d'entre vous qui touchent la data, qui veulent faire du travail de data, voire les 3 quarts d'entre vous, les métiers de demain, c'est des métiers sur lesquels vous allez travailler sur la donnée interne
qu'il y a dans les entreprises, mais qui est en sommeil. Aujourd'hui, la plupart des boîtes que vous connaissez, toutes les sociétés que vous connaissez, tout le CAC 40, tout le SBF, toutes les ETI, les PME, elles ont beaucoup de données, beaucoup de données, mais elles ne les utilisent pas. Elles ne les utilisent pas parce qu'elles sont stockées quelque part où ce n'est pas accessible, elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles ont, elles en achètent à l'extérieur alors qu'elles l'ont déjà chez elles. En fait, il y a beaucoup de données dans les entreprises que vous pourriez utiliser. Elles sont en sommeil, elles sont inaccessibles, ils ne s'en rendent même pas compte. Oui, ça veut dire CRM, ça? Ça veut dire CRM, en grande partie? Non, ça ne veut pas dire du tout CRM, ça veut dire qu'il y a plein de données dans l'entreprise. Ça peut être de la donnée client, mais ça peut être de la donnée autre. Il y a plein de données. Tu veux dire de la donnée qui concerne les clients? Ça peut être de la donnée qui concerne les clients, ça peut être de la donnée qui concerne, je sais pas moi, n'importe quoi. C'est. Ouais. Mais vous n'avez pas un exemple ici dans ce que vous dites? Alors, moi, je vais vous donner l'exemple précis parce que nous, on a fait les vérités. Voilà. Comme ça, on va arriver sur le truc. Donc, en gros, il y a plein de données en sommeil, et l'idée, c'est comment récupérer ces données et comment les faire parler. Votre métier de demain, ça va être comment je récupère la data et comment je lui donne de la valeur. Quand je dis lui faire parler, c'est comment valoriser la donnée qu'il y a déjà dans l'entreprise. Et ça c'est un métier génial parce que vous avez un champ inimaginable de possibilités devant vous. Donc moi, je vais vous citer ce qu'on fait nous, mais je pourrais vous donner ce que j'ai fait sur d'autres missions avant. Nous, ce qu'on fait, donc nous, on équipe toujours des commerciaux, c'est ce qu'on appelle des sales tech, hein, des technologies pour les sales. Et donc moi, j'équipe des équipes commerciales B2B. Donc je disais, c'est des commerciaux qui toute la journée essaient de vendre des produits à d'autres sociétés. Et en fait, elles ont un problème, ces sociétés, c'est qu'elles n'ont pas les contacts. C'est pas évident d'appeler quelqu'un quand vous n'avez pas le contact, c'est pas évident de suivre est-ce que vous l'avez appelé, pas appelé. Et dans l'entreprise, il y a un système qui s'appelle le CRM. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le CRM ou est-ce que quelqu'un ne sait toujours pas ce que c'est le CRM? Le CRM, ça veut dire Customer Relationship. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le CRM? Levez la main ceux qui ne savent pas ce que c'est le CRM. Ça m'inquiète. Qui sait ce que c'est que le CRM? Ok, qui peut donner une définition de CRM? Qui a un nom de CRM? Un nom de CRM. Salesforce. C'est Salesforce. Donc en France, vous avez Salesforce, mais vous avez HubSpot, vous avez Dynamics pour Microsoft, vous avez Zoho, vous avez tout un tas de CRM. Quand vous êtes commercial dans une entreprise, votre job numéro 1, c'est de vendre. Mais votre job, un peu en numéro 2 dans votre fiche de poste, c'est de remplir toutes vos activités commerciales dans le CRM. Donc en fait, aujourd'hui, les entreprises demandent à des commerciaux, quand une commerciale fait une action, d'aller dire dans le CRM, tiens, j'ai appelé un tel, tiens, j'ai envoyé un mail à un tel, tiens, j'ai fait ci, tiens, j'ai fait ça. Je sais pas si, bon, il n'y a pas beaucoup de commerciaux dans le CRM, il y en a assez chiant. Personne ne peut le faire. Moi-même, j'étais 20 ans commercial, je ne l'ai jamais fait. Et quand j'étais DIRCO, honnêtement, quand j'avais des commerciaux dans mes équipes qui faisaient ça, je me posais des questions. J'avais un petit doute sur leur capacité. Je me dis, putain, mec, s'il a le temps de remplir le CRM, c'est que putain, c'est pas de business, ça fait des chiffres. Et donc, nous, on s'est dit, tiens, c'est un peu con de demander à un commercial de saisir une information qui est déjà présente dans ce système. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a les mails, le calendrier. En fait, le commercial utilise quoi? Le mail, le calendrier, son téléphone. Voilà, il utilise ça pour travailler tous les jours. Il a ses mails, son agenda, son téléphone. Basta. Au-delà de ça, il n'arrive à rien faire. Et donc, nous, on s'est dit, tiens, cette information, elle est déjà présente dans le système digital. Pourquoi lui demander de la ressaisir dans un autre système? Et donc, avec Everready, on a développé des connecteurs. Donc des connecteurs intelligents qui vont collecter, qui vont capter la donnée là où elle se trouve et qui vont la synchroniser, qui vont la saisir pour lui directement dans le CRM. Donc aujourd'hui, moi quand j'envoie un mail, quand je fais un meeting avec quelqu'un, quand je passe un coup de fil ou quelqu'un m'appelle, automatiquement c'est saisi dans le CRM. Donc, juste pour bien comprendre, si on prend l'exemple de Salesforce, ton outil, il va aller chercher toutes les informations qui existent dans l'entreprise et il va alimenter le compte Salesforce. Exactement. Okay. On va plus loin, on a développé par exemple. Ouais. Pardon? Non, nous, Est-ce que tu peux reformuler la question? Ouais, alors, ce que tu disais tout à l'heure, Julien disait, est-ce que mon outil permet d'envoyer les mails, etc. Non. Pourquoi non? Parce que moi, je ne veux pas demander au commercial de faire un autre truc ailleurs. À partir du moment où vous demandez à un commercial de faire quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il ne va pas le faire. Même appuyer sur un bouton, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que le commercial, il est feignant, parce que le commercial est aussi faire, on va dire. Mais en gros, il est feignant.
Donc ça veut dire que ton outil ne va pas jusqu'à remplacer le travail du commercial. Non, c'est encore mieux. Il lui donne l'info. Le commercial ne change aucune de ses habitudes. Moi, le principe que j'ai eu, c'est de dire, moi je connais très bien, je suis commercial. Donc, le commercial, vous ne pouvez rien lui demander. Donc, nous, on ne lui demande rien. On se connecte à ce qu'il fait actuellement. On scrape toute l'information, tout ce qu'il est en train de faire toute la journée. Et on saisit automatiquement pour lui dans le CRM les informations en éliminant tout ce qui est personnel, en gardant que le professionnel, en mettant les informations au bon endroit dans le CRM. Donc on a développé des outils intelligents qui font tout ça. Je vous donne un exemple. Si un prospect m'envoie un mail et qu'il y a sa signature à l'intérieur, notre outil va regarder la signature, il va ce qu'on appelle parser la signature, il va récupérer les éléments à l'intérieur, il va les extraire et il va les mettre directement au bon endroit dans le CRM, il va créer un contact. Donc pour le marketing que vous êtes, c'est génial parce que vous allez, vous demain, pour ceux qui vont faire du marketing autour du CRM, vous allez vous battre toute la journée avec des commerciaux. S'il vous plaît. Il y a une bataille aujourd'hui dans les entreprises, c'est marketing contre commerce. Parce que le marketing, vous êtes un centre de coûts et les commerciaux sont des centres de profit en gros. Le sales, il fait du business et le marketing, lui, il est un peu plus intelligent, mais il ne fait pas de business. Donc en fait, il y a toujours une petite bataille dans les entreprises entre le marketing et le commercial. Et aujourd'hui, quand on est dans le full digital, il y a une bataille digitale. Pourquoi? Parce que le marketing, vous faites des campagnes marketing, vous allez déjà prendre des campagnes marketing, AdWords, etc. Vous générez des leads. Mais derrière, si le sales ne vous dit pas s'il les a appelés, vous ne pouvez pas savoir s'il est bon ou il n'est pas bon, comment vous allez mesurer la qualité de votre campagne? Alors, moi j'ai vécu dans des boîtes où les mecs du marketing, ils venaient me voir et disaient Loïc, tu l'as vu comment ce lead? Est-ce que c'était parce qu'on a fait tel salon? Est-ce que c'était sur telle campagne? Il fallait que je le mette. Voilà, je m'en fiche moi. Moi ce que je veux, c'est signer une affaire. Que lui qui vienne de la campagne ou autre chose, moi honnêtement, je ne connais rien à faire. Oui. Ah, alors regardez, vous avez pas entendu la question. Julien vient de demander le prix. Alors moi, normalement, quand on me demande le prix, c'est que c'est déjà vendu. On fera un bon de commande juste après. Quand vous avez une question, pour ça, c'est un vendeur, il est pour ça. Quand vous avez une question sur le prix. Alors, il nous reste 5 minutes, d'accord? Il faut pas oublier que tu as des questions que tu m'as confiées, qui sont dans le... Il reste 5 minutes, je m'en rappelle les questions. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Non, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un domaine qui est magnifique, c'est la data. On est dans un monde digital de data. L'avantage que vous avez, il est que, vous êtes né dans la data, vous la comprenez, vous comprenez les outils. Aujourd'hui, quand vous allez aller dans des entreprises, 80% des mecs que vous allez voir, ils ne comprennent rien. Mais rien, vraiment rien. Donc en fait, vous allez avoir, dès qu'ils vont vous voir arriver, ils vont voir quelqu'un de jeune qui a un diplôme digital, ils vont dire putain, le mec il connaît. Donc vous, il faut que vous soyez très très fort sur tous ces outils qu'on appelle les sales tech, tous les outils qui vous permettent de faire du gros hacking, tous les outils qui vous permettent de manipuler la donnée intelligemment, il faut que vous les maîtrisiez. Et c'est cette valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter aux entreprises. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours approcher le marketing du métier. Il ne faut pas avoir qu'une approche data des choses. Aujourd'hui, la data ne suffit pas. On n'a pas besoin de gens qui font des tableaux. On a besoin de faire parler la donnée. Alors peut-être que vos profs vont expliquer ce qu'on appelle du storytelling. Aujourd'hui, la donnée, à l'époque, la donnée c'était de la stat. Après, c'est devenu du storytelling. Et maintenant, je ne sais pas si vous savez, on est plutôt dans la data. Alors, je sais pas comment vous appelez ça, data visualisation. Non, la data vis, c'est encore mieux. Mais là, on est dans la data journalistique. Quelqu'un sait ce que ça veut dire la data journalistique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils que moi je vois, les tout derniers outils qui sont top, c'est. Vous avez plein de données. Vous avez plein de données aujourd'hui, imaginons là peut-être rentrer dans la salle, il y aurait plein de données, votre âge, sexe, combien de personnes vous étiez, combien de temps vous êtes resté, etc. D'une conférence comme ça, on peut sortir plein de données, et on pourrait donner à Bertrand une fiche avec, je sais pas moi, une vingtaine de KPI, et il va rien pouvoir faire, il va dire ah, j'ai plein de données, putain je suis foutu quoi. Il va pas les lire, c'est pas intéressant, c'est pas actionnable. Ça dépend. Donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a fait ce qu'on appelle de la data vis. On a dit, plutôt que de donner plein de chiffres, on va donner à Bertrand des graphiques. Comme ça, il va pouvoir voir avec des belles couleurs, il va pouvoir comprendre si c'est homme, femme. Oh, super, graphique, super. Et bien maintenant, vous êtes à l'ère du data journalisme. Ça porte un autre nom, mais je vais le planter. C'est-à-dire que dans le flux de data, il y a des outils qui vont vous repérer automatiquement que la data qui est importante que vous devez lire. Et ils vont sortir cette data-là, et ils vont vous dire, voilà, il y a plein de données, mais c'est ça la question. Qu'est-ce que je peux t'interrompre à nouveau? La chose que je pense qu'il faudrait faire en fin de cette intervention, c'est
Qu'est-ce que tu cherches comme profil? Ah oui. Comment tu choisis tes profils? Parce qu'une idée derrière cette conférence, c'est aussi parler de l'employabilité et notamment de l'employabilité dans les startups. Complètement. Alors, aujourd'hui, les profils les plus recherchés, ce sont, bien évidemment, alors, on parle des commerciaux, c'est toujours des commerciaux. Les commerciaux, il y a une pénurie énorme des commerciaux. Je dis ça parce que vous êtes tous partis en marketing, mais fermez pas la porte. Si à un moment donné, vous avez une petite âme de vendeur, vous aidez un petit peu compliqué, n'hésitez pas à aller par le sales. Le sales peut toujours ramener vers le marketing. La voie royale des grosses boîtes, type Unilever, etc., toutes celles que vous avez connues, là, les Danone et compagnie, il faut toujours passer, même les marketeurs, par du terrain d'abord par le sales. Parce que c'est sur le sales qu'on apprend le métier, et après on peut faire du marketing. Tant qu'on ne connaît pas le métier, le marketing, c'est assez compliqué. Donc nous les startups, nous les boîtes de tech, on cherche toujours des commerciaux, ça c'est sûr à certains. Ensuite, on cherche un autre profil intéressant qui s'appelle le CSM, Customer Success Manager. La plupart des entreprises aujourd'hui vendent des applications qu'on appelle en mode SaaS, c'est de l'abonnement. Donc moi je vous vends de l'abonnement, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à un club de gym. En général, vous prenez le club de gym, vous prenez un abonnement, vous l'avez vendu au début de 6 mois, puis vous n'y allez pas, vous ne renouvelez pas quoi. Et bien, dans les solutions, c'est pareil. Vous allez acheter des solutions, vos entreprises vont acheter des solutions, mais derrière, si elles ne les utilisent pas, qu'est-ce qui va se passer? Elles ne renouvelleront pas l'abonnement. Donc, pour éviter ça, on a une population, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Customer Care, Customer Success Manager. Enfin, c'est des gens qui vous aident à mieux utiliser, à mieux tirer de la valeur des produits qu'on vous a vendus. Parce que l'éditeur, lui, il a tout intérêt à ce que vous soyez accro au produit qu'il vous a vendu pour que vous puissiez en recommander derrière. Et du coup, ça passe par quoi? Par la communication entre le CSM et le client, c'est ça? Ouais, le CSM, c'est le mot un peu noble pour dire support. À l'époque, c'était support, client, SAV. Aujourd'hui, il n'y a plus de SAV. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le mec ait un problème. On n'attend pas que le mec ait un problème. Ça, j'ai un problème de pièces détachées, ça, c'est fini. Aujourd'hui, toi, tu lui as vendu une solution, un CRM, tu lui as vendu n'importe quoi, n'importe quelle solution, c'est du SaaS, c'est du cloud. Et donc, tu vas t'assurer que son taux d'utilisation est bon. S'il a des problèmes, pourquoi? De le former, de trouver des solutions pour lui, pour qu'il soit toujours satisfait. Et qu'il tire au maximum de valeur du produit que tu as vendu. Ça, c'est le CSM. CSM. Le CSM, il est entre le marketing et le sales. Donc, si certains d'entre vous n'ont pas l'âme, si certains d'entre vous n'ont pas l'âme du sales, et du commercial et du marketing, vous pouvez démarrer par le CSM, c'est assez sympa parce que vous touchez quand même le client. Customer Success Manager, il y a un très bon podcast qui s'appelle Le Gagne-Pain, épisode 9. C'est quoi ça? Customer Success Manager, expliqué en 20 minutes, chez Netflix. C'est quoi? Et après, il y a un métier. Ouais, après, il y a un métier. Et les questions. Conclusion questions. Donc, gardez vos questions, on aura 5 minutes pour les questions. Il y a un métier qui est sympa, c'est le gros hacking. Quelqu'un veut faire gros hacker? On va tenter. Ils ont eu un cours en 4e année de gros hacking. Gros hacking, c'est un gars qui va faire qui veut faire du marketing pur, lead gen, c'est comme ça. Qui veut faire du marketing ici? Pur. Personne ne veut rien faire. Alors, marketing dans le milieu des startups, ça veut dire faire ce qu'on appelle la génération lead. Génération lead, c'est faire en sorte que les mecs s'intéressent à votre produit et déposent un formulaire pour que les commerciaux rappellent. C'est les profils que tu recrutes, ça? Alors, comme ça. Est-ce que tu cherches des stagiaires? Nous, on cherche des stagiaires, on cherche des. Alors, alternants, pourquoi pas. Alternant pour l'année prochaine, pourquoi pas? Mais stagiaires, ouais, j'en ai une qui vient de partir à la fin de l'année, là, qui était là et qui est partie. Donc, nous, on cherche des stagiaires. Qui est-ce qui cherche encore son stage? Voilà. Je vais discuter avec monsieur. Ouais, donc là, vous me trouvez sur LinkedIn, vous m'envoyez un message. Un message avec un message personnalisé. On s'est croisé à la masterclass. On s'est vu à la masterclass, je suis à Léonard de Vinci, voilà, là ça marche. Donc on cherche toujours des stagiaires du marketing, des stagiaires en sales, s'il y en a qui veulent faire de la vente. Combien de personnes dans Aujourd'hui on est 9 dans l'équipe. Ma précédente startup on était 20. Les critères, j'ai utilisé tout à l'heure, quels sont les critères? Il faut parler anglais.
Bah, je vous dis pour que je dis qu'aujourd'hui vous parlez tous anglais, mais aujourd'hui si vous ne parlez pas anglais dans le digital, pour redémarrer, il faut déjà parler anglais avant de faire du digital, parce que tout va se passer en anglais maintenant. Et puis c'est tout, après le reste, vous connaissez tout aussi. Alors nous on prend des stages que souvent on transforme en CDI. Le stage ça nous permet justement de savoir si la personne a une ça nous permet de savoir si elle a une sorte de pré-embauche en fait. Ça nous permet de bien comprendre et on embauche aussi les gens. Loïc, Olivier et arrive. Donc là il faut conclure et peut-être qu'en conclusion on peut poser des questions. Allez go. Questions. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Ceux qui cherchent des stages, profitez-en. Il n'y a pas de questions, on va déjà poser des questions. Est-ce que tu veux dire, moi il y a une chose que je voudrais... Tout à l'heure j'ai dit quelque chose qui me semble très important. J'ai fait référence à un podcast qui s'appelle Chercheurs d'emploi. Et dans ce podcast, moi j'ai trouvé une chose très intéressante que je n'avais jamais imaginée. En fait, c'est quand je postule dans une start-up, ça n'a rien à voir avec postuler dans une grosse boîte. Je ne suis pas avec le DRH de Orange ou de SFR. Je parle souvent soit directement avec les patrons, soit avec les associés de la boîte. Et est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Ça m'intéresse de savoir comment tu recrutes. Moi, si je pouvais vous donner un conseil, alors moi j'étais dans les RH pendant 15 ans, hein. Donc moi j'ai vendu des solutions de recrutement, j'ai parlé avec les RH pendant 15 ans, j'ai travaillé dans les cabinets de recrutement. Je vais vous donner 2-3 trucs pour que vous ne perdiez pas de temps. Alors ça peut être complètement contre-courant de ce qu'on vous apprend ici, mais bon, moi je vous donne la réalité des faits. La candidature spontanée ne sert à rien. La candidature spontanée ne sert à rien. Laissez tomber, ça ne sert à rien. C'est comme le call call dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez envoyer votre CV, ça va faire qu'une seule chose, ça va diminuer votre confiance en vous. Parce que vous n'allez pas avoir de retour. Ça, je pense que ça intéresse. Le mode de recrutement de toutes les boîtes, moi j'ai vu dans toutes les boîtes, et nous pareil, le mode de recrutement numéro 1, c'est le réseau. Le réseau et encore une fois le réseau. Donc en fait, aujourd'hui, la cooptation, on appelle ça la cooptation, le réseau, ce que vous voulez, c'est le réseau qui va faire que vous allez trouver. D'ailleurs, levez la main, ceux d'entre vous qui ont trouvé leur stage, ceux qui étaient en stage, en candidature spontanée. Il n'était pas de stage. Et levez la main maintenant ceux qui l'ont trouvé avec le réseau. On parle des stages là. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les alternants? Les alternants, réseau. Réseau pour les alternants. Et candidature spontanée. Pour les alternants. Ok. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que sur un alternant, vu les aides incitatives de l'État, vous avez un peu plus de chance que le stage. Et quand vous allez postuler sur un CDI, il y a une liste tellement longue de personnes qui ont le même profil que vous, c'est très difficile. Donc il faut qu'on conclue parce que je vais aller chercher l'intervenant suivant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux ajouter? Une seule chose? Non, mais si vous avez des questions, c'est pas. Ok, profitez-en, il est avec nous encore. Moi je vais aller chercher Olivier, vous pouvez discuter avec lui et des questions. Vas-y. Est-ce que vous pouvez redéfinir les missions du CSA? Ouais, je vais te redéfinir. Hormis des conseillers. Ouais. Je vais te dire le CSA. Et le game-pain. Vous connaissez le game-pain? Je connais pas le game-pain. C'est mon podcast. Je vais faire ça de pub aussi. Alors, Customer Success Manager, en 2 minutes. Après, on fait 10 minutes de pause et on accueille Olivier, d'accord? Alors, Customer, c'est ce que je disais, en termes de profil, c'est un rôle qui est entre sales et marketing. Pourquoi je dis que c'est entre sales et marketing? C'est parce que sa mission, c'est pas d'aller chercher des nouveaux clients, c'est des clients existants. Mais dans sa mission, il peut revendre des choses à ses clients existants. C'est un plus. Puisque lui, il va avoir une relation de confiance, de conseil vis-à-vis de ses clients. Sa mission, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le client utilise au mieux la solution qu'on lui a donnée. C'est d'aider s'il y a des problématiques, c'est d'aider à vraiment à tirer le maximum profit de l'utilisation. Nous, ce qu'on faisait avec le Customer Success, c'est qu'on faisait beaucoup d'ateliers avec les clients pour leur remontrer l'usage du client, comme de la formation.
on leur faisait des comptes rendus tous les mois de leur utilisation pour valoriser ce que le produit avait pu leur apporter. Donc en fait, c'est une sorte de marketing parce que tu vas marketer la valeur que tu apportes à ton client tout le temps pour l'inciter, pour qu'il se dise ok, ben c'est super, finalement j'arrête pas, il m'apporte plein de choses, j'arrête pas. Et de deux, s'il y a des petites problématiques parce qu'il voulait créer un user, il n'y arrive pas, ou je sais pas, il n'arrive pas à se servir de la solution, ben là le customer va pouvoir l'aider à le faire. Donc c'est un métier beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans la communication, dans le conseil. Tu es entre le marketing et le sales, pourquoi? Parce que tu n'es pas complètement un menteur comme le commercial, tu n'es pas complètement dans le marketing aussi en train de faire des paillettes, tu es entre les deux. Donc tu peux le conseil comme si c'était un ami, tu peux en tirer un maximum de bénéfices. Maintenant, c'est un poste qui est assez, pour moi, assez junior, qui est un poste pour démarrer si tu ne sens pas sales, mais pour moi, c'est pas un poste sur lequel tu peux rester très vite évoluer. Ok, merci, on applaudit.